D'accord, d'accord. Alors, il est 20h05 ici à La Réunion et je vais commencer donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Joséphine Sirène et je suis psychologue depuis 20 ans et j'aime me présenter désormais comme psychomagicienne. Psychomagicienne, ça vient d'où? Ça vient du fait, que je suis une spécialiste de la transformation. Bien sûr, je peux faire du soutien psychologique, de l'accompagnement et tout ça, mais vraiment, vraiment, vraiment mon kiff à moi, c'est de voir et de sentir les choses se transformer. Et alors, eh bien, c'est un petit peu magique, quand les choses se transforment. Parce que finalement, c'est un petit peu comme de transformer, je ne sais pas moi, une rose en lapin, hein, voilà. Alors, l'idée, c'est de transformer plutôt les peurs en ressources, transformer, les choses qui sont figées en mouvement, d'accord? Et puis il y a aussi, cette présence, dans ma vie et dans ma pratique de l'invisible et de la spiritualité, voilà. Donc, je suis psychomagicienne et j'ai créé il y a quelques années ce concept de la voix merveilleuse, heu, comme le nom de cette chaîne YouTube. Et la voix merveilleuse, c'est vraiment l'idée qu'on est tous en chemin et qu'on a tous à l'intérieur de nous la capacité à s'émerveiller de nous-mêmes. La merveilleuse, c'est la mère qui veille. Et en fait, vraiment l'un de mes fils rouges dans tous mes accompagnements et dans toutes mes transformations, c'est, la relation avec notre petit enfant intérieur. Il y a l'enfant libre, heu, l'enfant qui crée, l'enfant qui joue, l'enfant qui danse, l'enfant qui navigue dans l'incertitude, l'enfant qui explore. Et puis il y a aussi les parts de nous, les enfants blessés, les enfants, qui ont manqué, les enfants qui ont été, non respectés dans leur intégrité, dans leur, qualité unique, et cetera. Voilà. Donc c'est sur la voie merveilleuse que je vous emmène ce soir et sur la voie merveilleuse de la sexualité consciente. Quelqu'un m'a demandé: «Mais c'est-à-dire la sexualité consciente? Qu'est-ce que tu veux dire par là?» Comme si c'était bizarre d'utiliser ce terme accolé au mot sexualité. Eh bien, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Un petit peu comme dans les autres domaines de notre vie, nous avons énormément de conditionnements et de pilotes automatiques. C'est-à-dire beaucoup de moments où nous vivons notre vie sans être véritablement en conscience. Par exemple, il y a quelque temps, il y avait quelque chose qui était devenu très à la mode, c'était de manger en conscience. Et c'est une très belle mode, ça je vous le dis. C'est-à-dire comment je peux, sentir chaque chose qui se passe quand je mange. Eh bien, ma proposition, c'est celle-là, c'est de mettre de la conscience sur nos sexualités, simplement parce que les pilotes automatiques nous privent de notre souveraineté. Nos conditionnements nous privent de notre souveraineté. Alors, je vais peut-être, commencer par dire d'où je parle. Alors je parle en tant que femme de 45 ans, hétérosexuelle. Je parle, en tant que psychothérapeute donc, hein, depuis une vingtaine d'années, qui ai reçu dans mon cabinet toutes sortes de récits, de questionnements sur ce sujet. J'ai eu quelques formations aussi. Voilà, en tout cas, je vais vous parler beaucoup, beaucoup à partir de mon vécu et de mon chemin et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Je vais essayer d'être la plus inclusive possible, mais il est bien évident que je peux parler uniquement de l'intériorité d'une femme. Je n'ai pas le corps d'un homme et je ne l'aurai pas dans cette vie et donc bien entendu, il y a des choses qui peut-être seront plus précises ou plus justes en ce qui concerne, notre vécu à nous les femmes. Alors pourquoi j'ai envie de parler de sexualité consciente? Pourquoi c'est important pour moi? J'aurais pu parler d'autres sujets. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que la sexualité, c'est vraiment un domaine de notre vie qui nous concerne tous et puis, qui convoque tous nos corps. Dans la sexualité, mon corps physique est impliqué, ça paraît évident. Mon corps mental est impliqué avec, les représentations que j'ai.
Le juge intérieur éventuellement qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, hein, avec tous les conditionnements qu'on a pu recevoir. Notre corps émotionnel est aussi impliqué, bien sûr, hein, parce que souvent avec la sexualité, eh bien, il y a des sentiments, pas toujours, mais il y en a souvent. Et puis, eh bien, notre corps émotionnel est tellement en lien avec notre corps physique et notre intimité, que la sexualité, avec sa puissance et aussi ses zones de vulnérabilité, eh bien, va convoquer aussi notre corps émotionnel, que ça soit la peur de mal faire, que ça soit des complexes qu'on peut avoir au niveau de notre corps, et ainsi de suite. Et puis le corps énergétique aussi, bien sûr, est convié. Je vous parlerai tout à l'heure de cette circulation de l'énergie sexuelle. Alors pour moi, l'énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie vitale avec un grand E, si j'ose dire. Cette énergie vitale qui circule dans tous les êtres vivants et qui, dans nos corps humains, prend aussi cette forme sexuelle. Alors mon fil rouge, pour cette conférence, ça va être les 3 piliers que j'ai développés pour, expérimenter une sexualité plus consciente. Ces 3 piliers, c'est: je sens, c'est-à-dire de remettre vraiment de la sensorialité sur notre sexualité. J'ai envie, de parler vraiment de ce consentement à chaque seconde qui n'est pas simplement une réponse à un désir ou un stimulus qui vient de l'extérieur, mais ce consentement qui émane de l'intérieur. Donc j'ai envie. Et puis j'explore, c'est le 3e pilier, qui nous parle de la liberté, d'explorer d'autres scénarios, d'autres possibilités que ce qui nous a été, je dirais, un petit peu, imposé parfois, ou bien en tout cas inculqué à travers, les conditionnements qu'on a reçus. Alors, pour les personnes qui me connaissent déjà, ça ne va pas vous étonner, je vais vous parler un petit peu des accords Toltec. Vraiment, un des postulats de Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec, c'est de dire: nous ne sommes pas libres. Même quand nous avons l'impression d'être libres, d'être qui nous sommes, en fait, nous ne sommes pas totalement libres. Nous avons tous des biais cognitifs, pour ceux qui sont familiers, avec ce terme, c'est, je ne sais pas moi, le biais de normalisation dans les groupes sociaux, par exemple. C'est-à-dire que quand on met des humains ensemble en groupe et qu'on leur demande leur opinion, leur avis ou même de dire, si des points sont, à la même distance ou non, il suffit qu'1 ou 2 personnes se mettent à donner une réponse pour que les autres automatiquement se sentent un peu aspirés à donner la même réponse. Et ça, on peut toujours se dire: «Non, moi, je ne me normalise pas dans les groupes». Eh bien si, parce que c'est un mécanisme cognitif normal. Alors peut-être il y a des sujets où ça va être plus activé, peut-être il y a des groupes qui vont plus nous activer que d'autres, mais en tout cas, on a tous des biais cognitifs. Je ne vais pas faire la liste, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'il y a, des comportements, des pensées, des manières de vivre les choses qui nous sont inconscientes, c'est-à-dire auxquelles on n'a pas accès. Voilà, on n'a pas accès jusqu'à ce qu'on les débusque, jusqu'à ce qu'on les traque. C'est le principe de la traque Toltec. On a été aussi domestiqués, c'est-à-dire conditionnés. Conditionnés, depuis toujours dans nos corps, dans la manière d'être touchés, dans ce qu'on avait le droit de toucher ou non, et cetera. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de conditionnements qu'on a reçus dans l'enfance, qu'on a reçus à l'école, qu'on a reçus, par les religions, et cetera. Et puis, il y a aussi tout ce qui est pilote automatique. Le pilote automatique, c'est simplement que notre cerveau, il est bien occupé à plein de choses et que dès qu'il peut, eh bien, il va utiliser les routes déjà tracées, pour faire quelque chose. C'est-à-dire, si, je sais pas moi, si j'ai embrassé d'une certaine façon et puis que c'était agréable, eh bien, je vais avoir tendance à refaire toujours la même façon. Et pourquoi pas? C'est OK. Simplement, quand ça devient le pilote automatique, parfois, ça mérite de revenir un petit peu plus à la présence. Voilà. Alors, dans les conditionnements qu'on a reçus, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est notre rapport au corps et au corps qui sent. Très, très vite, dans nos sociétés, en tout cas, dites modernes, on a été invité à penser, à réfléchir, à un petit peu quitter le sentir pour remonter dans la tête. Et ça, eh bien, ma foi, ça nous a souvent coupés de ces sensations qui sont là, bien bien dans la matière, dans nos corps. Combien de fois est-ce qu'on nous a dit: «Mais si, il fait froid, mets un pull» ou bien: «Mais tu peux pas déjà avoir faim? On a mangé il y a 1 heure».
hein, ou des choses comme ça. Et pourtant, nous, on avait des sensations. Donc, en fonction des éducations qu'on a reçues, on a été plus ou moins coupés de notre sentir. Voilà, c'est pour ça que mon premier pilier, j'y tiens vraiment fort. Et puis, on a reçu aussi des injonctions sociales. Hein. Quand on est homme ou femme, on n'a pas reçu tout à fait les mêmes injonctions, mais on a tous reçu des injonctions sociales et toutes reçu des injonctions sociales. Il y a des injonctions sociales qui sont plus ou moins genrées. Je pense à la virilité pour les hommes dans le domaine de la sexualité, qui ne comprend pas d'ailleurs que la sexualité, hein, c'est tout ce champ de la force, voire de la domination, etc. Pour les femmes, dans le champ de la sexualité, on a quand même une sacrée injonction sociale de respectabilité, c'est-à-dire, eh bien, est-ce qu'on est une prostituée, est-ce qu'on est une pute, hein, c'est vraiment quand même une salope, tout ça, ou est-ce qu'on est une femme respectable, hein, est-ce qu'on est une Marie couche-toi là, pour prendre une expression plus de nos grands-parents, ou est-ce qu'on est une fille à marier, voilà. Donc il y a eu tout ça. Et puis il y a aussi les injonctions sociales sur la sexualité en général, c'est-à-dire une sexualité, elle se vit à l'intérieur du couple, ou bien elle se vit plutôt autrement, elle se vit à 2. Ah bon, et pourquoi pas? On pourrait être plus que 2, hein. Sans parler de toutes les normes, hétérosexuelles qui habitent notre société, beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui. Même si c'est de là que je vais partir moi, parce que c'est mon vécu à moi, ma sexualité, c'est une sexualité hétérosexuelle, eh bien, ça n'empêche pas qu'il y aurait sacrément beaucoup de choses à dire pour transposer tout ça. Et puis, il y a quelque chose aussi qui me paraît important, c'est que pour moi, la sexualité, l'énergie sexuelle, elle devrait être considérée comme sacrée. Pourquoi je parle de sacré? Qu'est-ce que ça veut dire sacré? Ça ne veut pas dire sérieux, hein, mais sacré, ça veut dire que c'est puissant, et ça veut dire que c'est précieux, et ça veut dire qu'il y a quelque chose de notre soi, il a été vraiment, vraiment fort confisqué par les religions, à peu près toutes les religions, ont confisqué notre souveraineté dans la sexualité en nous disant, à travers des dogmes, des règles plus ou moins strictes, quand on peut avoir une sexualité, avec qui, dans quel type de contrat, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me paraît très important. On a vraiment, en l'occurrence, l'annulation totale de Marie-Madeleine et de ses enseignements, par exemple, par l'Église romaine. Donc là, ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, le sacré, il a été retiré aussi par la science, par la médecine, qui a mis peut-être l'hygiène, qui a mis la question de la santé sexuelle au sens de l'absence de maladie au premier plan, hein, vraiment très très fort, par rapport au plan de l'expérience humaine et de l'expérience du sacré. Et alors, moi j'ai envie de remettre le sacré au centre, c'est-à-dire tout simplement en considérant que mon corps et le corps de l'autre sont des temples. Ce sont des temples qui méritent toute l'attention, tout le respect qu'on peut imaginer. Et puis le sacré, bon, il a été aussi, et il continue à être bien confisqué par les représentations qui sont véhiculées par les images. Alors évidemment, il y a la pornographie dont je vous parlerai un petit peu, mais pas seulement. Aussi par les images romancées qu'on a pu voir dans les films, dans les séries, ça change un petit peu. Mais moi j'ai grandi avec, par exemple, avec les films de James Bond, hein, où on pouvait basculer d'un coup à une relation très froide, voire où on se déteste, on ne se supporte pas, à des ébats absolument fougueux, sans transition. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a rien entre les deux. Okay, il y a vraiment cette idée que soit on est dans le sacré, et donc c'est très moralisé, c'est très réglementé, tout ça, soit on est dans quelque chose qui relève de la pornographie. Et puis il n'y a pas vraiment cet entre-deux que pourtant nous vivons. Quand nous avons une sexualité vivante, elle n'est ni aseptisée uniquement dans de la douceur, etc., ni pornographique. Elle navigue comme ça entre différents champs. Donc l'idée, ça va être de parler aussi du réel de la sexualité, plus que des représentations qu'on en a. Et puis alors, la sexualité, moi ce que j'aime, c'est que c'est une mine d'or d'informations sur nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme un miroir qui grossit tout.
Le rapport à moi-même, à mon corps, le rapport à l'autre, mon rapport à l'attachement, mon rapport au pouvoir aussi, heu, mon rapport, au plaisir, mon rapport au désir, mon rapport à oser me dire et cetera et cetera. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que d'une part, ça va me donner plein d'informations si j'observe ma sexualité sur mon propre fonctionnement et puis c'est un espace alchimique de transformation. Si je prends juste un instant l'exemple du consentement, ça nous est tous arrivé et ça nous arrive à tous encore, parfois, de dire oui alors qu'on pense non, pas vraiment oui. De dire, ça quelqu'un qui me dit: «Ça te va comme ça?» «Oui, oui», alors qu'en fait, j'aurais envie peut-être de dire: «Bah, oui, c'est pas mal, mais en fait, je préfère quand c'est comme ça», hein, et cetera et cetera et c'est OK. On a plein de moments comme ça, c'est normal. Hem, le truc, c'est que dans la sexualité, si je change un tout petit peu le curseur, le bénéfice va être immense. Si j'arrive à mieux sentir à quel moment c'est non pour moi dans la sexualité, alors je vais pouvoir le faire chez le coiffeur, avec mon boss, avec mes enfants, bref, un peu plus partout dans tous les domaines de ma vie. Encore une fois, parce que tout est là dans la sexualité, tous mes corps. Et puis il y a les petits enfants intérieurs, et puis il y a l'homme ou la femme adulte, et puis voilà, il y a tout ça qui est là. Et donc il y a vraiment quelque chose à consteller, à déplier, à expanser, hein. C'est-à-dire que si j'ai un petit inconfort même dans ma sexualité à un moment, il y a quelque chose qui me crispe. Si j'arrive à mettre pause sur ça, puis à l'observer, je vais le consteller, hein, et puis je vais, voir: «Ah OK, donc là, il y a une part de moi qui pense ça. Là, il y a une part de moi qui aimerait bien, mais qui n'ose pas. Là, il y a le juge intérieur qui est là, qui est là». Voilà. Donc évidemment, on n'est pas obligé de faire ça pendant, qu'on fait l'amour, mais c'est quand même une possibilité et on parlera aussi du fait de parler de la sexualité tant qu'on y est, au moment où on y est. Et c'est pour ça que c'est une voie royale vers la souveraineté. Et puis, c'est aussi parce que c'est là, souvent, qu'il y a eu les traumas. C'est souvent là qu'il y a eu des traumatismes. Et les traumatismes, ça va être vraiment des mémoires qui sont figées et qui peut-être restent figées pendant des années. Ça a été mon cas, je vais vous expliquer un petit peu. Et puis, à un moment, pam! La mémoire surgit dans notre sexualité, que ça soit pendant une relation sexuelle carrément, ça arrive à beaucoup de personnes, ou bien autour. Puis ça vient, contrer le désir, ça vient compliquer la relation, et cetera, et cetera. OK? Parce que nos traumatismes, ils nous habitent. Alors pour ma part, mon chemin de souveraineté avec la sexualité, je vais le raconter rapidement. Donc j'ai commencé une sexualité, consentie, je dirais, assez jeune, vers l'âge de 15 ans et demi, avec mon premier petit copain. J'ai eu, le privilège, parce que oui, c'est un privilège, d'avoir une première relation sexuelle qui s'est plutôt bien passée dans le sens où j'étais d'accord, j'étais heureuse de le faire, j'étais avec quelqu'un, qui m'a respectée pendant, ce moment-là, à qui j'aurais pu dire non à la dernière minute et que ça aurait été OK et cetera et cetera. Cela dit, je me rappelle bien avoir passé tout ce moment à me dire: «Oh là là, je suis en train de le faire, je suis en train de le faire» et à absolument pas habiter mon corps. Ça, je suis capable de le dire aujourd'hui. Évidemment, à l'époque, je n'avais pas conscience que je n'habitais pas mon corps. Et puis voilà, j'ai poursuivi ma sexualité de jeune femme adulte de manière apparemment sans problème. C'est-à-dire que je n'avais pas de symptômes particuliers, que j'avais en général du désir pour mes partenaires, que je pouvais prendre du plaisir et cetera, voilà. Mais assez vite, lorsque je me trouvais dans une relation sécure, où la sexualité, n'était plus une manière de raccrocher l'autre, quand il y avait de l'insécurité dans le lien, alors, eh bien, le désir a commencé à sacrément baisser, voire à s'absenter complètement. Et j'ai vécu ma sexualité pendant beaucoup d'années dans mes couples qui ont duré, à tenter de faire des bricolages à l'intérieur pour restaurer mon désir pour l'autre, étant absolument persuadée que j'avais un manque de désir et que j'avais un problème avec ça. Voilà. Et avec beaucoup, beaucoup de culpabilité, de ne pas donner à l'autre, ce à quoi il avait «droit» entre guillemets. Pourtant, j'ai pas été avec des personnes qui me mettaient particulièrement la pression
sur ça. C'est-à-dire qu'il y avait pas besoin que l'autre me mette la pression. J'avais moi une certaine représentation et puis j'avais aussi des habitudes, de début de relation où j'avais beaucoup d'envie et du coup de me retrouver sans cette envie, je ne savais plus comment m'y prendre, hein, et puis il y avait beaucoup de confusion à ce moment-là qui arrivait, voilà. Bon et puis, il y a quelques années, c'est pas si vieux, hein, ça fait moins de 10 ans, à force de travailler sur moi et d'explorer et cetera, bon, j'ai toujours un peu su, quelque part, que j'avais, vécu, des abus sexuels quand j'étais enfant, parce que j'avais quand même, des signaux, parce que je suis psychologue, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de miroirs en face de moi. Mais je n'avais jamais reconnecté le corps et le mental. C'est-à-dire mon corps mental se doutait, sans qu'il y ait de souvenirs précis. Mais mon corps physique, parfois, dans des stages de psychocorporel et tout ça, exprimait des choses absolument flagrantes, mais je raccrochais pas les 2. Et puis un jour, dans un rendez-vous de coaching, sur un autre sujet apparemment, c'était le rapport à l'argent, eh bien, j'ai récupéré, vraiment ce qu'on appelle cette mémoire traumatique. C'est-à-dire que j'ai vécu dans mon corps, ce moment-là du trauma. Et alors là, ça a été la grosse dégringolade. J'ai été très, très, très affectée. J'ai eu des décharges émotionnelles très fortes pendant des semaines. Mon compagnon de l'époque, je voulais absolument plus qu'il m'approche, même pour un geste de tendresse. C'est-à-dire, je supportais plus qu'on me touche. Donc j'ai beaucoup soigné ça et cetera. Et puis à ce moment-là, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait une petite Joséphine qui, à chaque fois que j'avais une relation sexuelle jusqu'à ce moment-là, était enfermée dans un petit placard intérieur depuis l'âge où elle avait été, abusée. Et donc à ce moment-là, en fait, pendant que je faisais l'amour, en fait, il y avait la petite Joséphine qui était en train d'attendre que ça se passe. Bon, alors, tant qu'il y a pas de sécurité, elle attend et puis ça se passait apparemment bien et puis dès qu'il y avait la sécurité utile dans les relations, alors elle commençait à dire: «Bah, en fait, je suis là, j'aimerais bien parler» et à ce moment-là, en fait, quand j'ai récupéré cette mémoire, d'un coup, vraiment, c'était physique, je me suis sentie entière, entière dans ma sexualité et j'ai voulu, du coup, reprendre à zéro, c'est-à-dire explorer, comme une adolescente, ma sexualité. Il se trouve que pour différentes raisons, ça n'a pas été possible avec, la personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là. Voilà, il y avait des miroirs vraiment trop, trop forts, et donc j'ai commencé à s'explorer. Après, ma rupture amoureuse, j'ai commencé à s'explorer et ce qui a été vraiment passionnant pour moi dans ce chemin, c'est que j'ai rencontré beaucoup de chevaliers et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bien sûr, c'est vraiment essentiel, cette vague-là d'énonciation et voire de dénonciation de toutes les violences sexuelles que, les femmes, vivent et subissent et cetera encore aujourd'hui. Et aussi, j'ai envie de dire aux hommes à quel point ils peuvent être des alliés pour ces chemins de guérison traumatique. Ça a été le cas pour moi. J'ai rencontré beaucoup de chevaliers sur mon chemin, qui m'ont aidée. Qui m'ont aidée comment? Eh bien simplement, hem, j'avais besoin d'être libre d'explorer et c'est-à-dire d'avoir des moments où il n'y avait que l'enjeu de la sexualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que, le couple, à la fois c'est sécure sur un certain plan et à la fois il y a beaucoup de choses qui s'y mélangent. Et quand on commence à vouloir explorer, c'est pas toujours si simple de le faire avec quelqu'un dont, on veut garder l'amour, avec qui on veut garder le lien et cetera et cetera. Donc pour moi en tout cas, et je ne dis pas que c'est le chemin qu'il faut prendre pour tout le monde, mais pour moi, ce chemin-là a été extrêmement important, de pouvoir explorer librement avec différents partenaires. Et ce qui a été important aussi, c'est que ça m'a obligée un petit peu à défaire les couches d'injonction sociale de, est-ce qu'une femme a le droit, de vivre ça, librement et d'être quelqu'un de bien et ainsi de suite et cetera. Et ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai choisi de le faire dans une dimension sacrée. C'est-à-dire que j'annonçais la couleur. C'est-à-dire que même si je pouvais rencontrer, quelqu'un, juste pour une fois, eh bien j'annonçais que moi, ma manière, de faire l'amour, c'était d'une façon sacrée. Alors évidemment, ça produit des questions chez l'autre qui dit: «Mais c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire?» Et voilà que je pouvais expliquer. Et avec ça, déjà, on avait un terrain qui était bien préparé aux explorations. Donc je crois vraiment qu'il y a des choses qui peuvent se réconcilier, à travers la sexualité, dans l'intime en tout cas, entre, les femmes et les hommes.
Et puis bien sûr, j'ai, aussi accompagné énormément de personnes sur ce chemin depuis 20 ans et donc ça commence à me donner un petit peu une vision, qui est la mienne. Elle est, non scientifique, vraiment, et elle est non dogmatique aussi. Voilà. Mais du coup, ça m'a permis de développer 3 piliers pour la sexualité consciente dont je vais vous parler, maintenant. Alors, ces 3 piliers, si vous avez des questions, je vous propose de les noter dans le petit chat, soit maintenant, soit plus tard. On n'est pas si nombreux, donc ça ira si vous les notez dès maintenant, si vous voulez. Et puis les personnes qui ont mes coordonnées, WhatsApp, vous pouvez aussi me l'envoyer sur WhatsApp si vous n'avez pas envie que ça apparaisse dans le chat. Alors, le premier pilier, c'est la présence. C'est je sens. Je sens. OK? Je sens, c'est à la fois le toucher extérieur et puis le toucher intérieur. Je sens que mon ventre se contracte. Je sens que mon cœur bat plus vite. OK? Et puis le sentir, odorat aussi, qui est très, très important et qui est très présent dans la sexualité. Je dirais pas je pense donc je suis, je dirais bien je sens donc je suis. OK? Je m'incarne avec d'abord des sensations. Quand le bébé arrive au monde, il a d'abord des sensations. Les pensées, ça arrive, un petit peu plus tard quand même, le développement cognitif. Donc il a d'abord des sensations. Il sent qu'il y a une tension dans le ventre et puis l'environnement va décoder en principe à peu près correctement pour qu'il puisse relier ça à «j'ai faim», OK? Et cetera, et cetera. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, souvent notre environnement, il nous a fait croire qu'on ne sentait pas comme il faut, d'accord? C'est-à-dire, «J'ai froid», mais non, il fait pas froid. «J'ai faim», mais c'est pas possible, tu peux pas tout ça, et cetera. Ou berk, j'aime pas, je sais pas moi, les haricots verts et pourtant c'est bon les haricots verts. Bon, vous voyez, hein, vous voyez tous de quoi je parle. Donc on a été beaucoup coupés de notre sentir. Donc ça, c'est vraiment un chemin à retrouver. Et puis, dans la sexualité, pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, on a énormément d'états de dissociation. On a des états de dissociation qui sont récurrents dans la journée, qui sont normaux. C'est toutes les fois où on se met en pilote automatique, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est en train de conduire et puis le reste de moi qui est en train de penser à autre chose. Et dans la sexualité, en fait, ça arrive très souvent qu'on ait comme ça des micro-dissociations ou des plus grandes dissociations. Moi qui ai vécu une sexualité dissociée quasi tout le temps pendant, des années, sans que je le sache, je vous invite vraiment à mettre pause, recevoir cette info-là que, sans doute, vous êtes dissocié à certains moments dans votre sexualité. Et quand je suis dissociée, alors je n'habite pas complètement ma présence. OK? C'est là qu'en voiture, on peut avoir plus d'accidents sur les chemins qu'on connaît par cœur. Parce qu'en fait, les chemins qu'on connaît par cœur, eh bien, le cerveau va se baser sur les connaissances antérieures, sur le pilote automatique, et cetera, sur les souvenirs qu'il a de la route, plutôt que sur le flux en direct des informations. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire: «Je ne connais pas la route». Même si j'aime telle ou telle chose ou que je n'aime pas telle ou telle chose habituellement dans ma sexualité, c'est de dire: «OK, je ne connais pas la route. Ce que je connais, c'est ce que je sens». OK? Donc on a été beaucoup coupés de nos ressentis pour plein de raisons. On a été obligés de s'auto-couper de nos ressentis pour plein de raisons, parce que c'était trop désagréable et évidemment, dans le cas d'abus sexuels ou en tout cas d'abus physiques quels qu'ils soient, eh bien on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'il y a des petits enfants intérieurs qui ont été se planquer dans les placards le temps que ça s'arrête, le temps que ça se termine. Hein, la dissociation, c'est un mécanisme de défense tout simplement, donc on a tous des états dissociatifs. Et c'est vrai que dans la sexualité, ce qui va être important, c'est d'identifier cet état de dissociation parce que c'est en lien aussi avec le consentement que je donne. Si je suis à moitié là, du coup, il n'y a qu'une moitié de moi qui est en train d'être d'accord avec ce qui se passe. Pendant que l'autre moitié, elle, est peut-être en train de se dire: «Ouh là, bah, ça va un petit peu vite là». Ou alors, «J'aimerais bien plutôt ça». Ou alors qui se met carrément à penser à autre chose. Ou alors dans des situations relationnelles où le désir est compliqué, où carrément on va se mettre à penser à quelqu'un d'autre ou à
une autre scène sexuelle pour garder l'excitation, par exemple, qu'on soit une femme ou un homme. Moi, j'ai beaucoup fait ça, il y a des années, hein. Je faisais beaucoup ça parce que, je sentais que mon corps était pas suffisamment excité par rapport à l'autre et du coup, comme j'étais pas là, pas assez là pour être en capacité de sentir vraiment ce qui se passait et de dire aussi ce qui se passait pour moi, à ce moment-là, je me faisais un bricolage intérieur où j'imaginais un peu autre chose, un peu autrement et cetera. Quelque chose qui m'excitait plus pour rétablir l'excitation et rattraper l'autre à son niveau d'excitation. Et aujourd'hui, eh bien, je fais absolument différemment et je vous invite, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, à faire différemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je suis dissociée et que je vis quelque chose d'aussi prenant qu'une relation sexuelle, eh bien, ça me dissocie encore un peu plus. C'est-à-dire que les petites parties qui sont pas là, pour X raisons, eh bien, elles vont aller se planquer encore plus loin. OK? Parce qu'on ne peut pas ne pas vivre une relation sexuelle. Donc il y a quelque chose, qui vaut la peine vraiment d'identifier les états de dissociation. Alors peut-être il y aura cette question de comment les identifier, mais j'y réponds déjà un petit peu. Comment je sais que je suis dissociée? Alors, ça peut être pendant la sexualité, c'est-à-dire quand, à chaque fois que j'ai un discours intérieur: «Oh, j'aimerais bien si c'est un petit peu trop comme ça» et cetera, mais que je ne le dis pas à voix haute. Déjà, c'est une forme de dissociation. J'ai un discours à l'intérieur, mais je ne le prononce pas avec la personne qui est la plus concernée, c'est-à-dire la personne avec laquelle je suis en train d'avoir une relation sexuelle. OK, donc ça, c'est vraiment un signe qui est facile à repérer. Et puis parfois, on l'identifie pas sur le moment. Parfois, c'est après qu'on peut l'identifier. Après, parce qu'on se sent pas hyper bien. Parce que on se dit: «Ouais, bof, quoi». Au mieux, on se dit: «Bof», au pire, on se dit: «Ouh là là, au secours, j'ai vraiment passé un mauvais moment». C'est pas OK de passer un mauvais moment dans la sexualité. Jamais. Quand je dis: «C'est pas OK», ça veut pas dire: «C'est mal, c'est pas bien». Ça veut dire: il faut s'en occuper. Essayer de regarder: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens mal après? Qu'est-ce qui fait que je me sens mal? À quel moment je me suis déconnectée de ma pleine présence et qui a fait que je me suis laissée embarquer?» Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance dans, les scénarios et notamment dans les scénarios pornographiques, à beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre en avant l'excitation sexuelle. Hein, on a un petit peu ce modèle-là, le plus répandu qui est de, bon, on passe d'un plateau et puis on monte l'excitation monte, 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 orgasme, éjaculation ou les 2 et puis pouf, ensuite ça redescend. D'accord? Ça c'est voilà, une façon. C'est ce qu'on appelle la sexualité excitatoire. Ça, c'est une sexualité assez basique, et qui peut parfois même nous sortir de notre présence. Parce que lorsque je suis excitée, 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 il y a tout qui s'accélère. L'excitation, ça nous sort de nous-mêmes, ça peut nous rendre à côté de nos pompes. C'est le cas dans plein d'autres domaines de notre vie. On est tellement excité de partir, tout ça, qu'on oublie son passeport avant d'aller à l'aéroport. Voilà, on sent, hein, quand on a l'excitation qu'il faut attention, il faut contenir un petit peu tout ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir d'excitation sexuelle, c'est pas ça. Simplement, l'excitation, c'est quelque chose qui peut se canaliser pour arriver à quelque chose de plus horizontal, de plus expansif, au lieu de faire comme ça, qui ferait un peu comme ça, comme une fleur, d'accord? C'est-à-dire que cette excitation, elle peut se transformer en désir, puisque c'est pas la même chose. Mais pour ça, ça demande d'être présent et présente. OK? Alors ça s'entraîne, hein, la présence. Moi, je pensais que j'étais présente, hein, que ce soit dans ma sexualité ou d'autres choses. Et puis les états dissociatifs, ça se travaille, voilà, de plein de manières. Il y a la méditation, les ancrages, enfin, il y a beaucoup d'activités physiques qui permettent de se réassocier. Et puis le problème de regarder de la pornographie, alors là, vraiment, ça va, augmenter les états dissociatifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vivre des excitations sexuelles par rapport à quelque chose qu'on regarde, c'est-à-dire en regardant d'autres personnes vivre, une sexualité. Alors en plus avec tout ce qu'il y a des scénarios porno, mais je vais pas rentrer dans ça. Juste même le fait de regarder des images de sexualité pour obtenir une excitation, en fait, c'est comme si je me projette à l'extérieur, je me projette dans le film, je vais m'identifier là-bas. Et quand je fais ça, je sors de ma présence. Donc ne me croyez pas sur parole, faites l'expérience si vous voulez et essayez vraiment de sentir. Ça c'est c'est la question des signaux faibles. Comment je peux sentir les signaux faibles?
Et puis, j'ai envie de vous parler de la présence, à l'énergie et donc au souffle. Une des manières vraiment de restaurer la présence et de réassocier, c'est de faire attention à notre respiration. De la même manière que j'étais un peu excitée avant de commencer ce live, un peu excitée et puis pourquoi pas un petit peu le trac, hein, ça peut arriver quand même lors, d'une relation sexuelle, en tout cas dans les débuts et tout ça. Hem et bien, je pouvais avoir tendance à respirer plus vite, à avoir le mental qui fonctionne plus. Comment je peux faire pour que ça se passe bien? Il faut que ça se passe bien, j'ai envie d'être performante et cetera et cetera. Vous voyez ça? Ça, c'est en lien avec l'excitation et l'idée, c'est vraiment de faire redescendre. Alors, il y a quelque chose qu'on peut faire à 2 quand on a une relation sexuelle, c'est de respirer ensemble en se touchant. Alors ça peut être juste de se toucher les mains, ça peut être d'être l'un contre l'autre, ça peut même se faire dos à dos, pied contre pied, ce que vous voulez. Et simplement de laisser les respirations s'accorder petit à petit et de sentir comment l'énergie circule. Bien sûr, je peux le faire rien qu'avec moi. Je peux le faire seule. De sentir l'énergie qui circule. L'énergie sexuelle, elle va traverser le corps comme ça de manière circulaire. Alors, c'est un gros raccourci, mais globalement, nous les femmes, nous avons le bas du corps en réception, en énergie yin, avec, l'utérus, les organes sexuels et cetera qui reçoivent. Donc l'énergie sexuelle va monter comme ça, elle va monter dans le cœur. Au niveau du cœur, on a l'énergie yang qui va donner avec la poitrine, hein, qui va nourrir, OK, voilà. Et puis pour les hommes, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'énergie va entrer par le cœur, c'est leur réceptacle, c'est leur lieu d'accueil de l'énergie sexuelle et puis elle va descendre et elle va ressortir par le bas du corps avec le sexe qui va pénétrer, qui va aller vers l'extérieur et qui est visible à l'extérieur du corps. OK? Donc voilà, alors évidemment dans une relation hétérosexuelle, vous voyez ce que ça peut donner, hein, ça donne un cercle, d'accord? Ça donne que je respire avec l'autre et puis ça circule, ça circule. Faites l'expérience, c'est vraiment, juste ça, très intéressant à vivre. Et puis il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que, personnellement, quiconque n'est pas capable de m'accueillir dans son cœur ne rentre pas dans mon vagin. Voilà, en gros. C'est-à-dire que pour que l'énergie sexuelle circule, il faut que ça soit ouvert partout. Ouvert à donner, ouvert à recevoir. OK? Et puis de toute façon, il n'y a pas d'obligation à se laisser pénétrer où que ce soit, ça, c'est sûr. Mais, voilà pour l'énergie qui circule. Alors je vous le donne en 1000 pour favoriser ce pilier de la présence. Ralentissez. Mais ralentissez. Quand je dis ralentissez, c'est pas un petit peu. Parce que parfois, pendant l'acte sexuel, quand l'un ou l'une va dire: «Tu peux ralentir un peu», l'autre va dire: «OK, OK», il va ralentir, 30 secondes et puis après c'est reparti, OK? Non, non, ralentissez. Entraînez-vous, quand l'excitation est là, à ralentir. Non pas pour l'étouffer, pour l'expanser, lui donner une autre consistance, qui a une consistance plus de désir et c'est ça qui va faire aussi qu'on va se rencontrer véritablement dans la sexualité et pas simplement, se juxtaposer. On peut avoir une sexualité fréquente, où on prend du plaisir, tout ça, sans jamais se rencontrer et pas de jugement moral sur ça. Mais vraiment, c'est passer à côté de quelque chose de sacrément différent en termes de ressourcement intérieur et même, je dirais, en termes de spiritualité. Parce que la connexion sexuelle, lorsqu'elle est faite en conscience, elle est spirituelle. C'est l'énergie la plus puissante à laquelle on accède. Voilà pour la présence. Et puis, je serai preneuse de vos questions, de vos exemples, si vous le souhaitez, après. Le deuxième pilier, c'est j'ai envie, je veux, avec le consentement à chaque seconde. L'idée, c'est que le désir, nos élans,
partent de l'intérieur et non comme réponse à un stimuli extérieur. Alors, ça, on nous a pas beaucoup, appris ça puisque, la masturbation a été quelque chose d'absolument interdit, dans la plupart des dogmes religieux. Pour moi, ça n'a pas été interdit, ni par Jésus, ni par Mohammed, ni quoi, hein. Si vous cherchez un verset dans le Coran qui parle de masturbation, je ne crois pas qu'il existe, voilà. Mais en tout cas, ça a été récupéré, comme je disais, parce que c'est très politique la sexualité. OK? Donc en fait, l'idée c'est de récupérer ce désir-là et pas seulement l'excitation, le besoin, tout ça. Le désir, c'est-à-dire j'habite mon corps sexué, sexuel et ça s'expand vers l'extérieur. Alors, vraiment là, on va parler d'autonomie sexuelle. Pourquoi c'est important pour moi de vous parler d'autonomie sexuelle? Je me souviens d'un stage de tantra, il y a quelques années, qui était un très chouette stage de tantra. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment chouettes, d'après moi, donc en tout cas celui-là, il était chouette. C'était un stage de tantra donc avec aucune pratique sexuelle, je précise et en fait, à la pause déjeuner, voilà, il y avait, quelqu'un qui disait: «Bah ouais, mais moi, du coup, parfois, j'ai passé une sale journée au boulot, je suis tendue, je suis stressée, du coup, j'ai besoin d'évacuer. Comment je fais si ma partenaire, elle a pas envie, quoi? Au bout d'un moment, c'est frustrant». Et quelqu'un lui a répondu de l'autre bout de la table: «Ouais, bah, nous, on n'est pas des poubelles». Effectivement, dans l'exemple qu'il donnait, en plus, il parlait de décharger du stress, donc bah, on évite de décharger son stress à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Je sais pas, on n'irait pas lui mettre des poubelles dans la bouche, donc c'est pareil. Mais au-delà de ça, même si quelqu'un a une envie sexuelle forte, qui est une vraie envie de plaisir, de connexion et cetera, et que l'autre est pas disponible. Comment je fais? Est-ce que je dois renoncer à cet élan, à mon «j'ai envie»? Est-ce que je peux l'adresser ailleurs? Ben ça, en fonction des contrats qu'on a, avec nos partenaires, c'est une possibilité aussi d'adresser, là où quelqu'un est disponible pour moi. Et puis je peux aussi prendre cette énergie sexuelle-là et me l'adresser à moi. C'est-à-dire être autonome pour me donner du plaisir, atteindre l'orgasme, me connecter avec ma spiritualité dans la sexualité. Plus je vais développer mon autonomie sexuelle et plus la rencontre sexuelle avec l'autre sera de qualité. Parce qu'il n'y a plus l'enjeu de répondre à mon besoin. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a l'enjeu du partage qui arrive et c'est tout et c'est tout. Donc vraiment, ça c'est important. Mais alors comment est-ce qu'on devient autonome, sexuellement? Eh bien, on doit s'explorer soi-même. La masturbation a été, extrêmement diabolisée, et sans doute encore plus pour les femmes, bien que ça dépende quand même des familles. Heu, mais elle a été en tout cas invisibilisée pour les femmes. Hem et ce que ça fait, c'est que, en tout cas pour beaucoup, beaucoup de femmes que je rencontre et j'en faisais partie aussi, ça fait que nous avons tendance à confier à l'autre la charge, le pouvoir de convoquer notre plaisir. Dis donc, sacrée charge pour un autre qui, en tout cas dans les relations hétérosexuelles, n'a pas de corps de femme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sentir de l'intérieur ce que c'est. Alors évidemment, il y a des personnes qui explorent et qui peuvent montrer, expliquer et cetera, mais vraiment, 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 c'est déjà de pouvoir se dire: «Mais OK, comment moi j'accède à ça? Et si j'arrive pas à accéder à ça, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce que je me dis à propos de la masturbation?» Et là, on a le corps mental qui déboule, d'accord? Qu'est-ce que je me dis à propos de ça? Est-ce que je me dis que c'est sale? Est-ce que je me dis que c'est mal? Est-ce que je me dis que c'est pathétique? Hein, on a quand même relégué, l'autosexualité au carrément second plan, voire 10e plan, hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a rien d'autre.
Puisque je n'ai pas de partenaire, alors je vais me masturber. Il y a beaucoup ça, hein, j'entends vraiment beaucoup ça, chez les personnes. Et puis, sans compter, toutes les fois où, bah, on se masturbe bien quand on est célibataire et puis une fois en couple, bah, c'est comme si, presque c'était une infidélité à notre partenaire que de se masturber en prenant du plaisir. Et c'est là où, en tout cas de ce que les hommes que j'ai accompagnés en tant que psychothérapeute ou bien avec qui j'ai discuté de ça dans mon entourage, ont de différent avec, nous les femmes, je pense, c'est que je rencontre en tout cas beaucoup d'hommes qui se masturbent sans réellement prendre de plaisir. Ils disent, il y a des phrases comme ça, genre: «Bah, c'est pour l'hygiène» ou «C'est simplement pour, évacuer la tension, corporelle quoi, qu'il y a à cet endroit-là» et cetera. Mais moi, j'y prends pas plaisir, hein, je fais ça vite fait comme ça. Et pourquoi? Et pourquoi est-ce que c'est vite fait? Pourquoi est-ce qu'on n'y prend pas plaisir? Bon voilà, en tout cas, je voudrais, vraiment rétablir ça parce que l'autonomie sexuelle, c'est ce qui va m'éviter, si je veux, vraiment résumer, d'utiliser l'autre comme un objet sexuel. Voilà. Il y a des objets sexuels d'ailleurs qui existent. Plein, 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 plein. C'est devenu toute une industrie. Donc voilà, pourquoi pas? C'est super si ça s'ajoute à une sexualité consciente. Si ça vient remplacer, alors, d'après moi, c'est un peu limité, voire ça peut encore nous couper de notre corps. C'est-à-dire, il y a encore un objet entre moi et moi, quoi. OK? Alors, le consentement à chaque seconde, ben, ça veut dire, globalement que rien ne m'engage à rien. C'est-à-dire que je dis OK avec des mots ou avec des gestes, par exemple, pour un contact des lèvres, pour embrasser une personne, ça ne m'engage pas à continuer à l'embrasser pendant plusieurs secondes ou plusieurs minutes. Ça ne m'engage pas à apprécier la manière dont l'autre va m'embrasser. Ça ne m'oblige pas à aller jusqu'au bout du baiser, et cetera, et cetera. Imaginons que j'aime pas du tout la sensation de la langue de cette personne contre la mienne. Pourquoi? Bah, il y a plein de raisons possibles, mais imaginons que, finalement, non. Soit que ça va trop vite, soit que tout ça, soit que voilà, eh bien, je peux reculer. Et ça vaut tout le long de la relation sexuelle. Il y en a peut-être pour qui ça paraît fatigant. Oh là là, il faut redemander alors le consentement toutes les 2 minutes. Ce dont je vous parle, c'est le consentement pour vous, à l'intérieur. Chacun est responsable aussi d'émettre son consentement, son non-consentement, d'apprendre à ralentir, à dire non, à dire: «Ah, bah, finalement, j'ai changé d'avis. Là, j'ai pas envie comme ça», et cetera, et cetera. Et c'est pas facile. Et plus on a de l'affection pour la personne, et moins c'est facile. Et en même temps, c'est bien quand on se sent en sécurité qu'on va pouvoir dire. Donc c'est là un petit peu tout le paradoxe, notamment des relations un peu installées, où on croit qu'on sait ce que l'autre aime. On croit qu'on sait même soi-même ce qu'on aime. Et en réalité, ça peut nous piéger parfois, parce que c'est là que les pilotes automatiques reviennent. D'accord? Donc vraiment, le consentement à chaque seconde, c'est, bah OK, c'est bon, est-ce que c'est OK? Ouais, ah bof, en fait non, je préférerais que ça soit plus par là. Eh ben, est-ce que je pourrais le dire? Est-ce que je peux le sentir déjà? Hein? Alors comment est-ce qu'on sait que, l'autre aussi est consentant? Alors déjà, si on a un doute, on me pose. Parce qu'un doute, ça veut dire potentiellement non. Et c'est bien mieux d'être un peu dans de la frustration que d'être dans de l'abus. OK? Donc ça déjà, c'est la base. Et puis alors le consentement, ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. On en parle énormément pour les femmes en ce moment et c'est très bien. Mais en réalité, si on veut que le consentement s'installe, c'est important de le respecter pour tout le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on commence par les enfants. On commence par les petites filles et les petits garçons. J'entends souvent, il faudrait apprendre aux petites filles à dire non et apprendre aux petits garçons à respecter le non. Non. En fait, il faut apprendre à tous les adultes à respecter le non de tous les enfants. C'est ça, le chemin. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur la même chose. Mais ça demande de défaire, des siècles et des siècles de conditionnement à l'obéissance, à tout ça. Donc on a tous des moments où on va pas complètement réussir à dire et c'est OK et l'autre peut-être va pas complètement réussir à dire et c'est OK. Mais vraiment le non-verbal est tout aussi important que le verbal. Si la personne, elle dit oui
et que vous sentez que le corps est figé ou quoi, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au moindre doute, on peut mettre pause. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui fout un petit peu le bordel, excusez-moi l'expression, quand il y a des sentiments dans la relation. C'est la confusion qu'il y a au niveau du désir. Comme je dis souvent, la sexualité, elle a bon dos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois où on va utiliser la sexualité, comme je disais tout à l'heure, pour décharger du stress. Utiliser la sexualité parce qu'en fait, on aimerait un doudou. On aimerait bien vraiment un doudou tendresse. Mais comme l'autre, on est en couple avec lui ou avec elle, comme on est censé s'aimer et faire l'amour, ben du coup, on va faire l'amour pour avoir le doudou. Mais vous voyez bien que le petit bébé intérieur qui voulait un doudou, bah lui, il va se planquer dans le placard pendant ce temps, parce qu'il est trop petit pour faire l'amour. Donc, il ne reçoit pas vraiment le doudou en plus. Ok ? Donc, il y a vraiment beaucoup de confusion. Besoin d'être rassuré, besoin de marquer son territoire, parfois, quand on a besoin de cette exclusivité-là, très forte, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses dans cette sexualité, dans ce désir-là. Et du coup, là encore, pouf, on va déplier, on va consteller. On va se dire, ok, là, j'ai envie de quoi en fait? J'ai envie de partager, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de quoi? Si j'ai besoin de me détendre, est-ce qu'on pourrait commencer simplement par un toucher non sexuel qui soit, par exemple, du massage? Mais vraiment pour ça. Il y a quelque chose qui va brouiller le consentement, c'est quand il y a un double message aussi. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, j'ai très envie de faire l'amour avec mon partenaire, mais je sens qu'il est stressé, il a beaucoup travaillé, il n'est pas super dispo et tout. Donc, je vais lui proposer un massage. Tu as l'air fatigué. Et si je te faisais un massage, ça serait chouette, ça te ferait du bien. Ah ouais, ça me ferait du bien. Mais en vrai, ce dont j'ai envie, c'est faire l'amour. Ok, mais je ne le dis pas. Et donc, je vais avancer masqué comme ça. Je vais avancer avec un message un peu brouillé. Je vais avancer, alors j'ai l'air de lui proposer un massage, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est du sexe. Et bien là, en face, ça peut potentiellement vraiment se bloquer, se fermer, se paniquer même en fonction de l'histoire des personnes, parce qu'il y a deux messages, c'est lequel en fait? Et on peut vouloir les deux, mais alors on va nommer les deux choses. Oh, moi, j'ai hyper envie de faire l'amour. Je vois que tu n'es pas très dispo. Est-ce qu'on peut commencer par un massage et puis on verra où ça nous mène? Et là, ça permet à l'autre de dire ouais, je crois vraiment que moi je veux que le massage. Ok, ben, vous savez un peu à quoi vous en tenir. Ça veut dire qu'il vous faudra redemander si votre envie de faire l'amour est toujours là. Ou alors il vous faut renoncer à cette envie de faire l'amour. Et l'autre aura la possibilité ensuite de changer d'avis aussi dans l'autre sens. Ok ? Le muscle du consentement à chaque seconde, hein, comme dirait mon amie Elodie, avec qui je vais animer bientôt un podcast, j'en parlerai à la fin. Le muscle du consentement à chaque seconde, c'est cette idée de rien ne m'engage à rien. Je peux changer d'avis dans un sens ou dans l'autre à n'importe quel moment. Et l'autre aussi, évidemment. Bon, alors ça peut créer des frustrations. Qu'est-ce qu'on fait de nos frustrations? Bah déjà, on regarde quel âge. Quel âge il a? Quel âge elle a? La partie de moi à l'intérieur qui se sent frustrée et que du coup, ça c'est chargé cette frustration. Est-ce que c'est vraiment l'adulte? Et si c'est l'adulte, à ce moment-là, eh bien, j'ai mon autonomie sexuelle sur un plateau. Je peux me donner ce dont j'avais envie, sans l'autre qui n'est pas disponible. Okay, et puis, si c'est pas un adulte, eh ben, ça vaut le coup de regarder. Je voulais un doudou, j'ai pas de doudou. Ben, très bien, comment je peux me trouver un doudou? Plutôt, un vrai doudou. Ou quelque chose qui soit plus approchant. Voilà. Bon. Le consentement à chaque seconde, ça demande d'être en présence. Vous voyez, on remonte le pilier. Le premier pilier dont je vous parlais, il est absolument nécessaire pour pouvoir sentir le consentement à chaque seconde. Parce que si je ne suis pas vraiment là, ben, je vais avoir l'impression que c'est OK. Peut-être c'est après que je ne vais pas me sentir très bien. Hein, ça arrive, ça nous est presque tous arrivé, je pense. Hein, de vivre quelque chose dans l'acte sexuel à un moment qui nous plaît pas tant, bof. Et puis, finalement, c'est après qu'on se sent pas très bien et qu'on réalise au moment où on se réassocie que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Alors, je vous le donne en 1000, à votre avis, quel est le secret pour le consentement à chaque seconde? Pour le capter chez soi, chez l'autre? Ralentissez. C'est le même conseil. Remettre du souffle, donner l'espace du consentement à chaque seconde. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que si on sort de cette idée de l'excitation qui doit tenir, pouf, et qu'on va dans cette idée d'expansion, plus on ralentit, plus on vérifie le consentement avec des gestes, avec des mots. C'est comment pour toi si je vais là? C'est comment? Nanana, nanana. Et de ralentir, ça augmente le désir. Ça ne le coupe pas. Si le fait de demander le consentement ou de le donner, ça vous coupe dans vos élans, ça veut dire que vous étiez quand même dans quelque chose de très, très, très excitatoire, accéléré et de peu présent. Alors, je vais parler des hommes là sur ce sujet parce que j'ai souvent eu ce retour-là, c'est de dire oui, mais alors moi, le problème, c'est que quand je ralentis, je perds mon érection. Et ça, je veux pas perdre mon érection, donc c'est bien sympa les femmes de vouloir ralentir tout ça, mais si je perds mon érection, je sais plus comment faire. Alors l'érection, ça se perd pas comme on perdrait un enfant dans la forêt. Mais effectivement, oui, ça peut parce que la première excitation, peut-être qu'elle est plus complètement là. OK. Et si on pouvait explorer une excitation autrement dans la lenteur? Faites l'expérience et vous verrez que ça donne du désir et donc du plaisir qui est décuplé. Je crois que quand on est coupé par la notion du consentement, qu'on soit homme ou femme, j'entends beaucoup de femmes aussi me dire « Ah bah non, mais moi le mec, s'il me demande la permission, c'est bon, ça me saoule, ça me coupe mon envie. » Ah bon? Mais ça coupe quoi en fait? Ça coupe le scénario qu'elle avait imaginé dans son esprit. Donc elle est en train d'avoir un film dans sa tête, et puis elle voudrait que l'autre soit le personnage principal du film et fasse comme c'est là. Mais si l'autre a besoin de demander si c'est sûr, si c'est OK et tout ça, c'est ça le film. Le vrai film, c'est celui-là. Et dans les vrais films d'une sexualité consciente, épanouie et tout ça, il y a des moments de respiration, il y a des moments de parole, il y a des moments où ça se passe pas si bien, où on se dit oh, bof, en fait ça marche pas, on laisse tomber, on en parle, on fait quoi, enfin voilà, c'est OK. C'est plus OK ça que de vivre une sexualité dissociée qui potentiellement ravive les traumatismes. OK? Il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que lorsque je vis une sexualité dissociée avec une petite partie de moi qui est dans le placard, c'est comme si je disais aux petits enfants blessés, chut, ça va pas durer trop longtemps. Ça va aller, c'est pas si grave. C'est d'une violence inouïe quand on voit ça. OK? Donc, plus on est dissocié, plus on a été traumatisé. Donc, ça vaut la peine de s'en occuper. OK, je vais passer au troisième pilier. Alors, le troisième pilier, c'est j'explore. C'est le pilier de la liberté. Et là, ça va être un petit peu, l'idée, ça va être de sortir justement de ces scénarios préétablis, de sortir de ces injonctions qui nous ont été faites aux hommes, aux femmes, aux deux, okay, de sortir des dogmes, c'est bien, c'est mal, ça se fait pas, de sortir des rôles, c'est l'homme qui doit prendre les devants, et ainsi de suite, par exemple, c'est sortir des normes hétérosexuelles, de sortir aussi des scénarios habituels. Alors habituels, c'est-à-dire dans ce qu'on voit le plus souvent, dans la manière dont la sexualité est mise en scène. Encore une fois, dans les films, sans même parler de la pornographie, on n'a quand même pas vraiment d'espace de consentement. On n'a pas ou peu d'espace pour autre chose que le baiser, la pénétration. OK ? Et puis, on n'a quasiment pas d'espace pour les trucs qui se passent pas tout à fait comme prévu, et que finalement, il y en a un qui dit « Eh ouais, on va ralentir un peu là, ça va trop vite pour moi, etc. etc. » Tout ça n'est en général pas mis en scène. Donc, on peut avoir cette idée que
c'est naturel, ça doit se dérouler comme ça, et cetera. Bon, on sait tous que c'est pas aussi simple que ça, d'accord? Et en fait, l'idée, ça va être d'accepter, d'explorer au sens des premiers explorateurs, je ne sais pas moi, d'une île déserte. C'est-à-dire, on ne sait pas où on met les pieds. Accepter l'idée que je ne sais rien. Je m'approche du corps de l'autre. Je ne sais rien de ce qui va se passer. Si je suis dans ma présence et l'autre aussi, si on respecte le consentement à chaque seconde, alors, par définition, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer puisqu'on est deux, déjà, pour commencer. Ce qu'il y a, c'est que cette posture-là de ralentir et d'accepter de ne rien savoir, eh bien, ça va être une posture qui va favoriser les émotions, la vulnérabilité, voire la réminiscence de mémoires traumatiques. Donc, souvent, on a tendance à éviter ça et on va prendre plutôt les chemins connus. Hein, quand on prend les chemins connus, on est dans notre zone de confort, comme on dirait en coaching. On est dans la zone de confort et donc c'est sûr que ça va bien. Mais en fait, pour reprendre la vision Toltec de la domestication de nos blessures et de la guérison, en fait, ce que dit Don Miguel Ruiz, c'est que on se promène dans la vie avec des blessures qui sont pas guéries, un peu comme si on avait des abcès, voilà, qui sont là, qui sont pas guéris. Alors, tant qu'on n'y touche pas, ça va. Mais dès qu'on y touche même un peu, waouh, ça fait un mal de chien. Et surtout, ce que ça fait, c'est que ça nous fait nous contorsionner pour éviter que qui que ce soit ne touche à nos abcès. Donc, on va aller que dans les endroits qu'on connaît, là où il y a de la lumière, et cetera, et cetera. On va pas aller regarder les zones d'ombre, les peurs et tout et tout. Et c'est normal. On n'y va pas comme ça, juste pour y aller. Mais ça vaut la peine d'aller récupérer ces parties de nous. Et l'exploration, elle permet ça. Donc, le fait de m'installer dans le je ne sais rien, c'est un peu fébrile et en même temps, ça redonne la qualité, je dirais, des premières fois. Hein, c'est-à-dire que je peux redécouvrir mon corps, le corps de l'autre et tout ça à chaque fois. Donc c'est vraiment de remettre aussi, pourquoi pas, de la légèreté et du jeu. De se dire par quoi on va commencer et comment ça va se continuer. Et si vous avez un partenaire régulier en ce moment, ou une partenaire régulière, je vous invite à faire l'expérience de commencer d'une manière complètement différente de d'habitude. Très souvent, le baiser sur la bouche est une première étape. Rien que ça, c'est un scénario. Et c'est un scénario qui nous vient des films et tout ça. Hein. Je pense que si on regardait les études anthropologiques sur la sexualité des humains, eh bien, on verrait que le baiser n'est pas du tout la porte d'entrée de la sexualité de tous les humains. Pas du tout. Donc, en fait, ça, déjà, ça fait partie des normes. Et si on commençait par se toucher le bout des doigts, de prendre vraiment le temps, de laisser les mains se rencontrer. Longtemps, quand je dis longtemps, c'est plusieurs minutes de simplement sentir ça. Et si on commençait par, je ne sais pas, se mettre dos à dos, respirer ensemble et voir ce qui se passe, laisser le corps donner ses élans. Vraiment, c'est ça concrètement quand je parle de liberté. Okay ? Après, ça peut être aussi d'avoir la liberté de sortir des injonctions du couple, des injonctions de l'exclusivité sexuelle. Hein, l'exclusivité sexuelle comme une preuve d'amour, par exemple. Okay ? Ah bon ? Vraiment ? C'est une preuve d'amour, l'exclusivité sexuelle ? Ouais, eh ben, moi qui accompagne beaucoup de couples, et puis de toute façon, les statistiques le disent, les violences sexuelles, le principal lieu des violences sexuelles, c'est le couple. Okay ? Parce que c'est là qu'il y a potentiellement de la coercition, de l'emprise, de la confusion, de la culpabilité, mais elle va peut-être aller voir ailleurs si je donne pas ce qu'elle veut, etc., etc. On n'est pas dans du sacré là, d'accord ? Donc oui, il y a vraiment quelque chose à défaire, c'est-à-dire que le couple exclusif a été porté au nu et a été validé, tamponné par les institutions religieuses, pas que religieuses. Hein, l'adultère, ça fait pas longtemps que ça fait plus partie des fautes pour les divorces, ok ? Et en fait, tout ça, ça nous a fait croire que c'était préférable ça à autre chose. Et je ne suis pas en train de vous dire
allez-y tous, faire l'amour en dehors de vos couples si vous êtes en couple. C'est pas ça. C'est juste de réaliser que cette norme sociale, c'est une norme sociale. Il n'y a pas d'évidence à cet endroit-là, sur le fait que ce serait meilleur pour nous d'avoir une sexualité à l'intérieur du couple ou à l'extérieur d'un couple. Je vais prendre l'exemple d'une croyance racine qui nous concerne, nous les femmes, souvent. Sans doute pas toujours, hein. Moi je parle toujours de ce que j'ai, observé et puis il y a quand même aussi eu quelques études sur ces sujets. Pas assez à mon goût. Hem, c'est que, pour qu'une relation sexuelle soit profitable à une femme, il faut qu'elle se fasse avec des sentiments amoureux. En tout cas, de l'amour. Et c'est là où, le problème avec ce genre de croyances-là, c'est qu'elles sont à double face. C'est-à-dire que, ça crée du jugement. Donc si ça se passe en dehors de l'amour, c'est une relation qui n'est pas bénéfique. Le contraire de bénéfique, c'est maléfique ou toxique, OK? Ce que ça fait souvent, c'est que quand une jeune femme notamment, parce qu'après on a l'expérience qui nous permet quand même un peu de nous défaire de ça, mais quand une jeune femme a une relation sexuelle avec un homme et puis qu'elle, avec un jeune homme par exemple, et puis qu'elle prend du plaisir, alors, puisqu'elle est censée avoir du plaisir uniquement si elle a des sentiments, eh bien elle va se raconter qu'elle a des sentiments pour cette personne. Parfois c'est le cas. Parfois, en fait, ça va créer des relations qui n'auraient pas eu lieu de continuer sur le plan des sentiments, parce qu'il y avait trop peu de choses en commun, mais qui vont quand même se poursuivre parce qu'il y a eu une relation sexuelle qui a été bonne. Et donc, il y a l'idée de, bah, du coup, ça doit être que je suis amoureuse. Vous voyez? Donc des croyances racines, il y en a plein, je ne peux pas tout développer ici. Et puis, on n'a pas exactement toutes et tous les mêmes. Okay, mais l'idée, c'est vraiment de revenir à ce qui est sacré. Ce qui est sacré, c'est l'énergie d'amour qui circule entre tous les êtres. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui est sacré. Il n'y a pas un bouquin dans la matière qui serait sacré. Il n'y a pas... ce qui est sacré, c'est la vie. C'est l'énergie de vie qui circule. En tout cas, c'est ma vision, hein, évidemment. Et du coup, tout l'intérêt de remettre le sacré à cet endroit-là, c'est que tout devient possible. L'absence totale de sexualité comme une sexualité très libre et multiple, etc. Tout devient possible dans le sacré. Et l'intérêt de ce pilier de j'explore de la liberté, c'est que ça oblige à la communication. Parce que si je veux changer de chemin, bah peut-être c'est bien que je prévienne l'autre. J'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit si vous n'êtes pas prêt à parler de sexe avant, pendant et après le sexe, alors vous n'êtes pas vraiment prêt à avoir une sexualité épanouie. Alors je vais te dire quelques mots à propos de ça, de comment est-ce qu'on parle de sexe. Comment est-ce que vous nommez vos parties génitales? Vérifiez. Est-ce que c'est un ténogaté genre la choupette, comme on dit ici à La Réunion? Est-ce que c'est quelque chose de plus vulgaire? Est-ce que c'est le terme anatomique purement? Est-ce qu'elle a carrément un petit surnom? Voilà, pour les hommes, voilà, est-ce qu'on parle de pénis? Est-ce qu'on parle de verge? Est-ce qu'on parle tout simplement de sexe? On peut aussi dire le sexe, tout simplement. Ou est-ce qu'on va être sur des mots plus péjoratifs? OK? Premièrement. Comment est-ce qu'on nomme notre sacré? Il y a quelque chose qui a été drôlement sali. Touche pas, c'est sale, etc. On nous a fait croire que le corps était sale par rapport à l'esprit. Donc ça, c'est des choses qui se défont pas non plus en 2 minutes. Mais déjà, on va reprendre les accords Toltec, hein, parole impeccable. Hein. Comment je parle de mon corps et de mon corps sexuel. Ça peut être aussi comment je parle du corps sexuel de l'autre. Comment j'en parle avec l'autre. Est-ce que je peux mettre ma parole au service de la vérité ou est-ce que je veux faire plaisir à l'autre? Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais du coup, quand même, si l'autre il a envie de quelque chose, est-ce qu'on peut pas de temps en temps faire un compromis? Il faut faire des compromis dans un couple. Moi, je vous demande de ne pas faire de compromis dans la sexualité. Pourquoi?
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On prend l'énergie sexuelle, l'énergie d'amour qui circule, OK? L'autre a un élan vers moi de quelque chose et moi, je vais me dire: «Ouais, ben, je sais qu'il aime bien, ou je sais qu'elle aime bien, moi, c'est pas trop mon kiff, mais bon, allez, pour lui faire plaisir, sinon elle va râler», je sais pas quoi. Bref, OK. Je vais aller donner quelque chose. Mais ce que je donne, c'est quoi? En fait, c'est de l'énergie d'abus que je donne là-dedans. C'est-à-dire que je vais donner apparemment, par amour, je vais faire quelque chose, sauf que le message que j'envoie de par mon corps, c'est: «J'y suis, puis j'y suis pas complètement». En fait, il y a de nouveau ce double message et ce double message va créer de la confusion. Si je pousse le truc un peu plus loin, en fait, quand je me soumets au désir de l'autre et que je lui donne quelque chose que moi, je n'avais pas vraiment souhaité, alors je le mets en position d'être un abuseur ou une abuseuse. Est-ce que c'est vraiment un cadeau à faire ça, à la relation? Ça va créer plus de séparation. J'accompagne parfois des couples et il y a beaucoup de couples qui ont, quand ils viennent me parler de leur sexualité, qui arrivent après avoir, essayé de raviver la flamme. Essayer de raviver la flamme, alors, je sais pas, madame avait envie d'aller dans un club, échangiste ou bien de rencontrer un autre couple pour mettre du piment, tout ça. Monsieur, lui, ça avait jamais été trop son kiff, il sait pas trop, mais il sent que s'il dit non, elle risque d'aller le faire avec quelqu'un d'autre ou elle va pas être contente ou tout ça, donc il va céder et puis il va y aller. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça va les séparer encore plus. Pourquoi? Parce que lui, il va être dans des états un peu dissociatifs, défensifs, c'est-à-dire que je suis là, mais j'ai pas vraiment trop envie, je suis pas complètement là. Et du coup, eh bien, ça va rajouter de l'espace entre eux, au lieu de les rapprocher. Pouvoir être ensemble en se disant: «Fais chier, on n'arrive pas à se retrouver en ce moment, sexuellement. Ça me rend triste, moi ça me met en colère. Ben oui et moi aussi, ça me saoule, mais voilà» et qu'est-ce que et d'être ensemble avec ça. Ça sert mieux la connexion du lien que d'essayer des trucs dont on n'a pas vraiment envie. On peut essayer des trucs dont on a vraiment envie les 2, hein, d'accord, je bien sûr, mais de vérifier, de vraiment vérifier pour qui je fais. Je réponds au désir de qui? Très souvent, on va répondre au désir des autres, dans notre vie en général, pas que dans la sexualité. Et ce qu'il y a, c'est que dans la sexualité, c'est trop précieux pour continuer à faire comme ça. C'est trop précieux parce que ça nous sépare de notre sacré et ça nous sépare de notre puissance et de notre souveraineté. Et notre puissance et notre souveraineté, elle est au service de toute notre vie, de tous nos projets, et cetera. Donc ça vaut la peine, vraiment. Et je cherche pas à vous convaincre sur parole, je vous propose simplement d'essayer. Et donc ce troisième pilier là, de la liberté, à votre avis, c'est quoi le conseil? Communiquer. Ça demande du courage, hein. Ouh là là! Ça demande du courage, surtout quand la relation, elle est déjà installée avec un certain type de contrat et puis qu'on aura envie de changer de contrat. Voilà. Moi, je me souviens d'une personne, à qui c'est arrivé et qui a dit: «Voilà, moi, je veux plus du tout qu'on fasse l'amour comme avant, je voudrais vraiment réexplorer depuis le début parce qu'en fait, ça fait des années que je fais semblant de prendre du plaisir avec la pénétration alors qu'en fait, je ne ressens absolument rien. Donc je voudrais qu'on explore d'autres choses». Pouh! Il faut le dire et puis il faut le recevoir en face. Donc ça demande aussi beaucoup, beaucoup de délicatesse et de douceur de devoir parler de ça. Mais on peut parler, de tout, je pense, avec un petit peu, de forme et un petit peu d'entraînement. Et encore une fois, vraiment ça vaut la peine. Voilà, donc pour résumer les 3 piliers, puis je vais vous laisser la parole avec vos questions. C'est très court, 1 heure et demie à peu près, 1 heure et quart de conférence, c'est ce que j'avais prévu, puis après l'espace pour vos questions. Mais voilà, j'ai dit des choses. J'en referai une demain, je dirai peut-être pas exactement les mêmes choses, mais quand même les 3 piliers, ça, c'est important pour moi. Donc je sens, c'est-à-dire la présence. Cultivons notre présence à travers la respiration, à travers les sens. Entraînons-nous à toucher des choses. Qu'est-ce que j'aime comme genre de tissu? C'est quoi? C'est quoi les odeurs qui me plaisent, et cetera, et cetera. Donc je sens la présence, OK?
Je veux, quand je suis avec moi dans ma présence, de quoi j'ai envie en fait, là maintenant. Un peu comme en danse libre, pour celles et ceux qui connaissent. C'est-à-dire que je suis là, la musique commence, si j'enlève tous les scénarios et tout, c'est quelle partie de mon corps qui a envie de bouger en premier? Ah, c'est mon épaule droite. OK, eh ben, je vais aller par là. Eh bien, c'est pareil dans le toucher. On peut s'amuser comme ça à vraiment, sentir ce que veut le corps. Il veut goûter, il veut caresser, il veut ralentir, il veut accélérer, il veut respirer, il veut quoi? OK? Donc je veux, c'est le consentement à chaque seconde. L'idéal, c'est de s'entraîner tout seul, hein, ou toute seule quand même, hein, ça pour commencer. OK? Et puis le troisième, c'est j'explore. J'explore comme un enfant qui explore le monde. J'explore comme un explorateur qui découvre un tout nouveau territoire. Et pour ce troisième pilier, je vais vous proposer vraiment de pouvoir sentir à l'intérieur comment, lorsque j'explore plutôt que de conquérir, alors tout le monde est libre. La distinction, elle est parfois subtile, elle est parfois plus évidente. OK? Vous voyez, conquérir, c'est coloniser un territoire. C'est-à-dire, on débarque, on fait des routes là où on décide, on ne regarde pas où passent les gens, nanana, on s'en fout. Moi, je vais là. C'est là que je vais. OK, poum, 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 poum. Ça, c'est la conquête. J'explore, c'est oh, j'arrive sur ce nouveau territoire et puis, tiens, là, j'entends des oiseaux. Tiens, là, on dirait qu'il y a une source. Tiens, je vais y aller tranquille. Peut-être qu'il y a déjà des habitants. Peut-être qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut s'apprivoiser, se rencontrer. C'est vraiment l'idée de s'apprivoiser. Donc, d'abord m'apprivoiser moi et puis ensuite pouvoir apprivoiser l'autre. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets avec moi, c'est pas obligé. Vous pouvez aller plus loin avec plein d'autres personnes. Je vous invite à regarder des choses sur le slow sex parce que ralentir, c'est ça, le terme, c'est à la mode, c'est slow sex. Voilà. Et pour aller plus loin avec moi, alors très bientôt, je propose une journée d'exploration de la sexualité consciente chez moi à Saint-Gilles, à la Case Merveille, pour un petit groupe de personnes. Je vais envoyer les infos après la conférence, sans doute dans la fin de semaine. Donc c'est une journée où on peut venir seul ou en couple pour explorer les 3 piliers. Il n'y aura aucune pratique sexuelle pendant cette journée, mais nous pourrons nous entraîner à sentir les micro-signaux de la présence, du consentement à chaque seconde et de la liberté d'explorer. Okay. Et puis, je pense que je vais prévoir aussi, pourquoi pas, des ateliers Zoom en ligne où du coup, on sera ensemble en sachant qui est là, etc. Et puis avec Zoom, on peut se mettre par deux et tout. Donc, co-conférence plus, c'est-à-dire je rappellerai les 3 piliers, mais avec des choses pour pratiquer. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les accompagnements individuels et de couple. Alors, les accompagnements individuels, c'est des boucles de 5 séances, plus ou moins orientées sur la sexualité, mais on peut vraiment en faire le sujet principal, c'est OK. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Et puis, pour les couples, en fait, ce que je propose, c'est des rendez-vous pour restaurer l'intimité. Donc, ça peut parler de sexualité, mais pas que. On ne parlera jamais que de sexualité. Parce qu'en fait, on va parler aussi de relations, on va parler des éventuels traumatismes, on va parler de la présence, on va parler de tout ça. Mais ça peut être une belle façon, si on veut, restaurer de l'intimité, d'où découlera une sexualité consciente. Si le désir est là, il y a pas de souci. Voilà! Eh bien, moi aussi, je vais vous laisser. Merci beaucoup pour vos présences, pour les personnes qui étaient là et puis, pour les personnes qui regardent le replay, merci, aussi de le partager, de le diffuser autant que vous souhaitez. À très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de tous vos corps.